par le règlement de contrôle intérimaire. Le terrain visé par le projet de loi, on va en parler un petit peu. C'est un terrain qui est dans un important corridor forestier. Lui-même est dominé par un important couvert forestier. Il contribue à la canopée de la ville de Blainville. C'est un terrain qui est boisé, là. Les zones industrielles peut-être, mais il est boisé, ce terrain-là. Le site est en plein corridor faunique. Il y a des espèces à statut précaire, comme la salamandre à 4 orteils. Il y a 200 espèces d'oiseaux sur ce territoire-là. Le terrain comporte plusieurs milieux humides et surtout, il est enclavé dans un important complexe de milieux humides de 500 hectares. Alors, raser ce terrain-là pour y enfouir des déchets dangereux, ça vient vraiment briser la continuité écologique. Puis c'est vrai que la tourbière, elle n'est pas directement sur ce terrain-là, mais elle est partout autour. C'est ça l'enjeu. Je vais vous demander, Madame la Présidente, de demander aux collègues d'arrêter de rire, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre point parce que je disais aux autres de baisser le ton. Et s'il vous plaît, par respect pour la collègue, on va juste, si vous voulez parler, vous pouvez aller en arrière, on a des antichambres. Alors, voilà. Vous pouvez poursuivre, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. C'est précisément l'intervention que je souhaitais que vous fassiez. Je vous remercie. Donc, ce que je disais, c'est que le terrain, c'est vrai que lui-même n'est pas constitué de tourbières, mais il est en plein milieu de la grande tourbière de Blainville, qui est un territoire extrêmement précieux au niveau écologique. Et quand on propose ici, comme le gouvernement le fait, de venir permettre les activités de Stablex au milieu d'un aussi vaste complexe de milieux naturels, ça vient vraiment porter atteinte à l'intégrité d'un milieu naturel qui est un des rares à être d'une aussi grande superficie dans toute la communauté métropolitaine de Montréal. Et la continuité écologique, ça nous a été démontré très clairement pendant les auditions. C'est ça qui est en jeu ici. C'est ça qui est en jeu ici. On ne peut pas prendre un terrain qui a une grande valeur écologique comme ça, puis aller au beau milieu implanter un site d'enfouissement de déchets toxiques, parce que c'est un corridor faunique, ça fait partie de ce grand milieu écologique, puis on vient vraiment y porter atteinte de manière très, très importante, beaucoup plus que si un terrain était choisi en lisière, finalement, là, de ce grand territoire-là. D'ailleurs, le BAP l'avait indiqué clairement dans son rapport à la page 72, quand il parlait de ce terrain-là, il disait « Rappelons que malgré son caractère anthropique, le terrain visé pour l'aménagement de la cellule numéro 6 projetée se distingue par la présence de peuplements forestiers entrecoupés de milieux humides variés qui assurent le maintien d'espèces fauniques et floristiques dont certaines sont fragiles. » Donc, on est très, très loin ici du terrain industriel qui a été décrit par la ministre pour essayer de convaincre les gens que le site n'avait pas une si grande valeur écologique et que ce n'était pas grave, finalement, d'exproprier la ville pour aller y installer les activités de Stablex. La ministre dit souvent aussi qu'elle agit dans l'intérêt national, mais bien franchement, elle n'a pas fait la démonstration de ça. Leur argument principal, selon ce que j'en ai compris, c'est le risque de bris de service pour 600 entreprises et municipalités clientes de Stablex. D'ailleurs, nous, on n'a pas vu cette liste. Hein. Le ministre de l'Environnement nous disait qu'eux avaient accès à la liste des 600 clients. Nous, comme opposition, on n'a pas eu accès à cette liste, donc je serais bien curieuse de la voir. L'entreprise met de la pression en disant que la cellule 5 sera remplie en 2027. Mais dans le rapport du BAP, je vous l'ai cité tout à l'heure, on parlait plutôt de 2030. Donc, ça laisserait amplement le temps de faire l'état des lieux de la production et de la gestion des matières dangereuses au Québec, comme le BAP le recommandait en 2023. D'ailleurs, il aurait eu le temps de le faire au moins 2 fois s'il s'y était mis. Dès que ça avait été recommandé en 2023, ça n'a pas été fait encore. Et moi, je dois vous dire que c'est une des choses que je trouve les plus scandaleuses de ce dossier-là, parce que ça fait presque 2 ans que le gouvernement a en main une recommandation explicite du BAP pour faire un état des lieux avant de prendre une décision. C'est ça que le rapport dit. C'est prématuré de prendre une décision avant d'avoir cet état des lieux. Et là, on a un gouvernement qui dit « Ah, moi, je ne le ferai pas, l'état des lieux, je vais prendre une décision quand même », au mépris d'une recommandation d'une institution dont on s'est doté au Québec. Je trouve ça quand même assez particulier. Dans le dernier paragraphe du rapport, là, la page 102, il était écrit « Par ailleurs, à la suite de son analyse, la commission d'enquête conclut qu'il serait impératif que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs réalise un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et des matières non dangereuses préoccupantes. Ce bilan devrait lui permettre de développer notamment des orientations stratégiques, de
de compléter sa mise à jour du règlement sur les matières dangereuses et d'adopter un plan d'action en matière de réduction et de gestion de ces matières en tenant compte de l'évolution des réalités et préoccupations territoriales et environnementales. Impératif, c'est quand même un mot qui est fort, et ça n'a jamais été fait depuis tout ce temps-là, alors il n'y en a pas. Il n'y en a pas des orientations stratégiques en ce moment. Et tout à l'heure, quand j'ai questionné le ministre de l'Environnement, il nous a essentiellement dit qu'il n'avait pas besoin de suivre cette recommandation-là du BAP parce qu'ils ont déjà l'information sur les 600 clients des Stablex et sur ce qu'ils produisent. C'est tant mieux, hein, ça fait déjà ça d'informations récoltées pour faire un éventuel état des lieux. Nous, on veut qu'ils nous partagent cette information-là, comme je l'ai mentionné. Mais pendant que le ministre de l'Environnement, lui, nous dit on n'a pas besoin de faire d'état des lieux, contrairement à ce que dit le rapport du BAP, parce qu'on a déjà un peu d'informations. De l'autre côté, on a la ministre des Ressources naturelles qui donne des informations qui vont dans le sens contraire, dans le sens où elle nous dit il y a des secteurs entiers de déchets dangereux pour lesquels on n'a aucun débouché au Québec. Par exemple, elle a nommé les déchets biomédicaux, elle a nommé les déchets nucléaires, et elle nous a dit que tout ça est exporté et que c'est pour cette raison-là, finalement, qu'on ne pourrait pas, au Québec, décider de fermer la frontière pour l'importation de déchets dangereux américains sur le site de Stablex. C'est ça qu'elle nous a dit. C'est son argument principal quand on lui a soumis que si on limitait les importations américaines sur ce site-là, on pourrait prolonger la durée de vie de la cellule. Elle nous a dit on ne peut pas parce que nous-mêmes, on exporte et donc il y a un risque que si on ferme la porte, nous-mêmes, on va se faire fermer la porte pour nos exportations. Alors, moi, quand j'entends ça, je me dis si ça se trouve, ça devrait être ça, la priorité du gouvernement en matière de gestion des déchets dangereux, affranchir le Québec de sa dépendance aux exportations pour qu'on puisse se permettre de limiter nos importations de déchets dangereux. Pourquoi c'est pas ça qu'on est en train de faire? Pourquoi on s'oblige à recevoir les déchets dangereux des autres au lieu de développer la capacité de gérer les nôtres ici? Parce que, contrairement à ce que nous répond la CAQ là, depuis plusieurs jours sur ce dossier-là, on n'est pas dans la pensée magique. Là. On le sait qu'on en produit des déchets dangereux puis qu'il faut trouver une manière de les gérer. Sauf que pour faire collectivement le bon plan de match pour gérer les matières dangereuses, il faut commencer par un état des lieux. Puis c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. C'est une recommandation impérative du rapport du BAP. Puis d'ailleurs, la dernière fois qu'il y en a eu un rapport général sur les déchets dangereux au Québec, c'était en 1990. Moi, j'avais 3 ans. Là. Beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là. Puis ce qu'on lit sur Stablex, c'était pas très rassurant là, à l'époque. Je vais vous en lire un petit bout. Les résultats des analyses peuvent amener à mettre en doute la pertinence environnementale du procédé Stablex si ses performances devaient rester les mêmes. Le traitement par le procédé Stablex vise à neutraliser et à immobiliser les contaminants dangereux présents dans les déchets industriels. Toutefois, ce résultat est obtenu par la formation d'un ciment qui augmente la masse mise en dépôt définitif à près du double de la masse des déchets. La contamination des eaux du dépôt qui rapproche le matériau stabilisé de la définition de déchets dangereux suggère que l'opération est analogue à une mise en décharge des déchets dangereux. Il serait pour le moins paradoxal de se trouver dans l'avenir aux prises avec des dépôts du matériau, le Stablex, dont la masse serait 2 fois plus grande que celle des déchets qu'il devait rendre sécuritaires et qui aurait besoin d'un nouveau traitement de stabilisation. Ça, c'était la page 44 du rapport de la Commission d'enquête sur les déchets dangereux de 1990, la dernière fois qu'on a eu un état des lieux, essentiellement. Alors, je vais le réexpliquer peut-être dans mes mots pour que ce soit clair pour tout le monde. Là. Au moment de faire ce rapport-là, en 1990, ce que la Commission d'enquête disait, c'est que le procédé de traitement de Stablex fait en sorte que pour stabiliser les matières dangereuses, il forme un genre de ciment qui occupe une masse 2 fois plus grande que les déchets qu'on voulait traiter initialement. Et que malgré ça, les matières ne sont pas nécessairement encore stabilisées. Elles sont encore considérées comme des matières dangereuses après le traitement. Et Stablex utilise encore le même procédé. Bien sûr, il y a des règles environnementales qui ont changé depuis, mais le procédé est le même. Puis d'ailleurs, on nous a bien dit dans les auditions que les 2 seuls endroits dans le monde où ce procédé-là est utilisé encore aujourd'hui, c'est chez nous, à Blainville et au Mexique. Ma collègue, la députée de Mille-Îles, l'a dit tout à l'heure qu'elle aussi, ça l'avait inquiétée d'avoir appris dans les auditions que ça avait été banni ailleurs comme procédé, notamment dans des pays comme le Royaume-Uni, la France, ils ont banni ce procédé-là. Et je dois vous dire que moi non plus, ça ne m'a pas rassurée du tout d'apprendre ça. Juste un instant.
Dans le rapport du BAP de 2023, d'ailleurs, on faisait état qu'il n'y a pas d'études terrain pour valider ce qui se passe avec la matière produite par Stablex sur le long terme. Ils font des analyses en laboratoire de ça, mais il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas d'analyses qui sont faites dans les vraies cellules pour voir ce qui se passe sur le long terme. Puis c'est une des recommandations du rapport du BAP que ce soit étudié, c'est à la page 35. On écrit à ce moment-là, considérant l'incertitude relative à l'extrapolation des données obtenues sur des échantillons de Stablex mûris en laboratoire à ceux prélevés in situ et considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs considère le produit Stablex comme une matière dangereuse résiduelle, la commission d'enquête est d'avis qu'en vertu du principe de développement durable d'accès au savoir, le ministère devrait exiger de l'entreprise Stablex qu'elle entreprenne des essais de performance sur des échantillons prélevés dans les cellules d'enfouissement afin de vérifier la convergence de leurs résultats avec ceux obtenus en laboratoire, donc essentiellement pour voir si, dans la vraie vie, ça se passe comme les tests qu'on fait en laboratoire. Je vous dis ça parce que, dans les constats, c'est évident qu'on manque d'informations, notamment sur le portrait général des matières dangereuses, mais aussi sur ce qu'il se passe avec le procédé utilisé par Stablex. Là-dessus aussi, on manque d'informations. Et c'est pour ça que moi, je vous dis aujourd'hui, je pense puis depuis plusieurs jours, je dis la même chose, je pense que ça vaut la peine de récolter d'abord toutes les informations puis de se demander ensuite, collectivement, si c'est vraiment dans ce procédé-là qu'on veut miser toutes nos billes collectivement, parce qu'on rappellera qu'un des arguments du gouvernement, c'est que sont les seuls ici à faire ça. D'ailleurs, à travers le monde, c'est presque un des seuls endroits où ils font ça comme ça. On pourrait se poser des questions là-dessus. On a besoin d'un état des lieux pour savoir si c'est vraiment dans les activités de Stablex qu'on doit investir. Puis je dis investir parce que le projet de loi, il ne fait pas juste exproprier, là, il compense financièrement. C'est 17 millions de fonds publics que ça va nous coûter pour ça. Il faut décider dans quoi on met nos fonds publics pour gérer les matières dangereuses. Alors pour moi, c'est là qu'il se situe l'intérêt national. Faire le portrait de ce qu'on produit ici en matière dangereuse et se demander c'est quoi la meilleure manière de les gérer. Puis je trouve ça franchement irresponsable de céder au lobby d'une entreprise pour lui permettre de continuer ses activités pendant des décennies sans savoir si c'est vraiment ça qui est le meilleur choix pour le Québec. Le site qui est visé par le projet de loi là, va permettre à Stablex de continuer ses activités jusque dans les années 2060, la fin des années 2060. C'est énorme, là. Ça, c'est la décision qu'on est en train de prendre sous bâillon en ce moment. C'est ça qui est en train de se passer, sans même avoir les données nécessaires pour ça.